De l'OIF séjourne à Kinshasa pour une mission de service et ce lundi, il a été reçu par le président de la République, Joseph Kabila. Les deux personnalités ont fait un état de lieu de grandes réalisations de la francophonie en RDC. Ils ont également scruté le niveau d'exécution des recommandations issues du sommet de la francophonie tenu à Kinshasa en octobre 2013. Abdou Diouf s'est dit très satisfait de la présidence de Joseph Kabila à la tête de cette organisation. Un bilan positif pour la RDC a-t-il conclu à l'issue de cet entretien. Abdou Diouf sera également honoré par Joseph Kabila pour les nombreux services rendus à la RDC. Je suis venu présenter mes respects au président Kabila, qui est le président en exercice de la conférence des chefs de la francophonie. Et je lui ai fait le point de l'état d'avancement des décisions qui avaient été prises au sommet de Kinshasa en 2012. Vous vous souvenez de ce sommet, qui était un très grand sommet. Et en particulier, vous vous souvenez qu'à l'occasion de ce sommet, on avait adopté outre les résolutions sur le plan politique, on avait adopté deux actes majeurs, une politique intégrée de la langue française, également une stratégie numérique de la francophonie. Ces projets avancent bien dans leur exécution, dans leur application. Et j'ai dit au président qu'au cours de ce même sommet, les chefs d'État et de gouvernement nous avaient instruit d'élaborer une stratégie jeunesse de la francophonie et une stratégie économique de la francophonie. Nous sommes à pied d'œuvre et je pense que nous serons en mesure de présenter des stratégies convenables aux chefs d'État à l'occasion du sommet de Dakar. Évidemment, nous avons évoqué avec le président de la République ma succession. Et avec le président, nous avons eu un large échange de vues à ce sujet, au gré des candidatures qui se sont exprimées, de celles qui ne se sont pas encore exprimées. Et le président, bien entendu, en tant que président en exercice, aura des conversations avec ses différents collègues pour arriver à trouver une solution satisfaisante à l'occasion du sommet de Dakar. Dans l'actualité de ce lundi, le chef rebelle Paul Sadala, alias Morgan, est mort ce lundi dans un échange de tirs. Il aurait succombé à ses blessures lors de son transfèrement à Bunia. Ce dernier avait fait reddition le samedi 12 avril dernier. Une reddition confirmée par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui va incessamment d'ailleurs confirmer cette nouvelle. Plus de détails avec notre correspondant Martial Bendelo. Alors qu'une escorte des forces armées de la RDC l'acheminait pour Bunia, chef du sud de l'Uturi en province orientale, le leader de la milice Simba, Paul Sadala Fataki alias Morgan, qui s'était rendu samedi dernier à Batengaïto avec une quarantaine de ses hommes, s'est révolté en cours de route dans le village Molokai, à une trentaine de kilomètres de la réserve d'Epoulou. Il a ouvert le feu contre les FRDC qui l'escortaient, tentant de s'enfuir à nouveau dans la brousse. S'en est suivi des échanges de tirs, causant des blessés de part et d'autre, y compris Morgan lui-même, qui a été grièvement blessé, renseigne des sources militaires de la 9e région militaire. À la même source d'ajouter que c'est en route vers Komanda que ce seigneur de guerre aurait succombé des suites de sa blessure. Pour l'instant, la 9e région militaire se réserve de donner d'autres détails sur cette éventuelle mort de Paul Sadala alias Morgan. Une fois, ce dernier était accusé de plusieurs griefs, dont les viols des femmes, pillage des ressources naturelles, exécution sommaire des populations civiles et le massacre des Okapis dans la réserve des Poulou. Paul Sadala, alias Morgan, s'est rendu au FRDC samedi dernier à Batengaïdo, son village natal dans le territoire de Mambasa. Il était accompagné d'une quarantaine de ses hommes. Marcel Bendelo, Béni, il est 50. Merci Martial Bendelo. Parlons à présent de cet échange entre le ministre congolais des Affaires étrangères et le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Abou Moussa a visité il y a quelques jours les réfugiés centrafricains qui sont éparpillés dans la région, des réfugiés qui ont des grands besoins humanitaires. Patine Thierry. Après le Tchad, le Cameroun, la République du Congo, Abou Moussa, représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, séjourne depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Et ce lundi, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda.
L'entretien entre les deux hommes qui se connaissent bien a porté autour de la situation générale en Afrique centrale et particulièrement en RCA, dont les réfugiés sont éparpillés dans quelques pays de la sous-région, dont la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis le commencement de la crise en RCA, le monde entier, la communauté internationale a mobilisé des ressources et continue à le faire d'ailleurs pour venir en aide à la population et au gouvernement pour faire arrêter les conflits dans ce pays. Et à la suite de ce conflit, bien sûr, il y a eu beaucoup de départs vers un certain nombre de pays limitrophes, y compris la RDC. Mais malgré les aides apportées à ce pays, on a le sentiment qu'il n'y a pas une considération accrue. Selon OCHA, depuis décembre 2013, près de 18 000 réfugiés centrafricains sont arrivés en RDC et près de 8 000 autres au Congo-Brazzaville. Il y a quelques jours, Abou Moussa avait invité les agences humanitaires et les ONG à formuler des projets pour soutenir les gouvernements qui les ont reçus et les populations concernées. D'où il faut continuer à sensibiliser les donateurs. À la primature, ce lundi n'a pas été de tout repos pour le locataire de l'hôtel du gouvernement. Matata Ponyo a présidé personnellement la réunion de la Troïka stratégique où le ministre de l'économie nationale, Jean-Paul Nemoyato, a fait un constat sur la situation économique de la RDC. Et juste après, le chef de l'exécutif congolais a longuement échangé avec Martin Kobler, chef de la MONUSCO, sur la résolution 2047. Marlon Kachabon. Nous avons constaté que les finances publiques, elles sont bien tenues, d'autant plus que nous terminons le premier trimestre de l'année avec une marge de trésorerie de près de 300 milliards de francs, ce qui fait que le gouvernement peut poursuivre ses actions. Hormis ces points, la Troïka a aussi tablé sur la situation économique qui est sous contrôle et s'est traduite par une stabilité du cadre macroéconomique. Autour du Premier ministre, il était aussi question de la consolidation des réserves d'échange qui atteignent déjà près de 1900 milliards de francs congolais, représentant au moins 9 semaines d'importation. Au cours de cette même matinée, le chef de l'exécutif congolais s'est entretenu avec les patrons de la MONUSCO. Au menu, la nouvelle résolution 2147 qui remplace la 98 de cette mission. Le premier élément qui est vraiment nouveau, c'est une approche plus fraîche de la MONUSCO, plus fraîche de la force, mais aussi de la composante civile. Mais qu'en est-il exactement du prétendu départ de la MONUSCO, dont on parle dans la capitale congolaise? On va définir tout d'abord des critères. Maintenant, ce sont des critères économiques, mais aussi de sécurité, la stabilisation. J'étais au Conseil de sécurité l'autre jour et on m'a dit, alors faites attention que vous ne partez pas trop tôt. Parce qu'on part trop tôt, si on a le danger d'avoir des choses qui se passent, on doit rentrer. Non. La MONUSCO a fait quelques progrès, mais pas assez, a reconnu Martin Kobler. Il faudrait donc que nous puissions apporter un peu plus à la population congolaise avant notre retrait, a-t-il conclu. On va à présent aux États-Unis d'Amérique, précisément à Washington, où séjourne la délégation financière congolaise que conduit Patrice Kitebi. Eh bien, les nouvelles sont plutôt bonnes. L'Agence multilatérale de garantie des investissements et la Société financière internationale, deux institutions du groupe de la Banque mondiale, sont disposées à accompagner la RDC pour assurer son développement. À ces assemblées des printemps des institutions de Bretton Woods, la RDC prend une part active afin de convaincre les investisseurs américains. Il faut une garantie des risques afin de rassurer tous les investisseurs désireux de venir en République démocratique du Congo. Et la MIGA du groupe de la Banque mondiale en a qualité. Cet échange avec la délégation congolaise a pour objectif étudier ce que cette institution peut apporter au pays, surtout en matière d'assurance des risques politiques et de haussement des crédits. La MIGA s'est dit alors prête à accompagner la RDC, confirmation faite ici par son vice-président. La RDC représente un vrai potentiel pour les investisseurs, qu'il s'agisse du domaine minier ou qu'il s'agisse de l'électricité, des services. Et MIGA peut aider ces investisseurs à venir dans le pays en mitiguant certains des risques qu'ils perçoivent et par cela créer des emplois, créer des nouvelles opportunités
pour les citoyens. Il n'y a pas seulement la MIGA qui est intéressée par la RDC, une autre institution du groupe de la Banque mondiale, la SCFI. Celle-ci soutient les efforts entrepris par la RDC, entre autres dans la réforme du climat des affaires et les projets INGA 3. La SFI, à travers la Banque mondiale, s'est engagée à côté d'autres partenaires multinationaux pour la concrétisation de ces vastes projets. Un accompagnement du reste très salué par la partie congolaise représentée ici par le ministre délégué aux Finances. Nous savons que la Banque européenne d'investissement met sur la table 1 milliard. Concrètement, du côté de la SFI, à quoi on pourrait s'attendre et quelles sont vos vues sur la question donc, de la participation de la SFI, pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'accompagnement de l'ensemble du processus, à la fois juridique, technique et commercial. Cette institution financière a pour mission de promouvoir le développement du secteur privé en assurant des prêts à long terme et des services conseils. On revient à Kinshasa. Le Premier ministre Matata Ponyo a rendu visite ce lundi au gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koagalo, avant son évacuation vers l'Afrique du Sud pour un contrôle de routine. C'est depuis le mardi dernier qu'il était hospitalisé à l'hôpital du Cinquantenaire et après plusieurs interventions suivies sur place, sa situation médicale s'est nettement améliorée. C'est depuis le 4 avril que l'hôpital du Cinquantenaire a ouvert ses portes au public. Il reçoit déjà des patients parmi lesquels le gouverneur de la province de l'Équateur, Louis-Alphonse Koagalo, interné depuis le début de la semaine dernière. Et ce lundi, il a reçu la visite du Premier ministre Matata Ponyo. Le gouverneur de l'Équateur est pris en charge par une équipe mixte composée de 13 médecins indiens et congolais. Pour lui, cette visite du Premier ministre constitue un vrai réconfort. Je suis en bonne santé et si je n'étais pas en bonne santé, je ne pouvais pas me lever pour saluer le hôte des marques que j'ai reçu, qui représente en fait la nation, pour m'apporter le soutien du gouvernement à travers sa personne. Le gouvernement a tout de même décidé de le faire évacuer vers l'Afrique du Sud auprès de son médecin traitant pour des contrôles de routine. Lorsqu'il a été conduit en Afrique du Sud au mois de septembre dernier, on a placé une valve et c'est cette valve qui lui permettait en fait de pouvoir maintenir les fonctions cérébrales. Mais il a récupéré suffisamment, si bien que, j'allais dire et je le dis, la valve devient comme une valve de trop. Vous avez vu, son état de santé s'est nettement amélioré, mais nous avons tenu, sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on le renvoie auprès de son médecin pour qu'il puisse faire la dernière analyse et éventuellement enlever cette valve qui est devenue de trop. Élu en juin 2013, Louis-Alphonse Koagalo avait déjà passé plusieurs mois dans le même pays pour des soins médicaux. Il est le 28e gouverneur de l'Équateur depuis l'indépendance. Que dire de ces chantiers ouverts ci et là dans la ville de Kinshasa? Dans cette édition, nous parlons de l'évolution des travaux d'alimentation en eau potable financés par la Banque mondiale. 3 villes de la RDC servent de champ expérimental pour la mise en œuvre de ce projet. Les travaux avancent à pas de géant et pour en avoir une idée précise sur le niveau d'exécution dans la capitale, regardez ce reportage. À la sortie du complexe industriel de Ndjili, une énorme conduite d'eau est en train d'être posée. Elle va traverser le grand boulevard pour connecter la commune de Kimbanseke. Un peu plus loin, une autre conduite est déjà enfouie dans le sol. L'équipe commise à cette tâche s'attelle au remblayage. La RJDE et la Banque mondiale, partenaires financiers de ce projet, avec 190 millions de dollars consentis pour sa mise en œuvre, visent le raccordement des domiciles, mais aussi la création des bornes et fontaines dans certains coins de la capitale. Pour permettre d'ailleurs un meilleur approvisionnement d'eau à la population, des nouveaux compteurs à clé sont également prévus. Question d'éviter la triche. Au vu des travaux, des efforts qui sont déployés et surtout des actions qui sont engagées pour vaincre les difficultés, mais pour la Banque mondiale comme pour le gouvernement de la République qui nous a confié cette mission, le plus important c'est les résultats sur le terrain. Et les résultats pour ce qui est de l'eau potable ici, c'est que les robinets, des nouveaux branchements
au nombre de 25 000 et extensible à 50 000.